vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire 100% CNDB Club Biobois. Donc un webinaire dédié aux biosourcés et aux matériaux bois, donc avec la thématique suivante, évaluer l'impact carbone des choix constructifs avec le simulateur bois et biosourcés V2. Donc un événement qui est organisé par le CNDB Club Biobois mentionné à l'instant, mais également avec le soutien du Codifab. Vous connaissez la musique, mais je me répète toujours et encore. Donc, le principe d'un webinaire, uniquement les intervenants sont visibles et audibles. Vous, en tant que participant, vous avez la possibilité d'échanger avec nous via la bulle converser ou discuter en bas ou sur le côté de votre écran. Donc, pendant tout le webinaire, vous pouvez poser vos questions ici. On y répondra tout à la fin de la session. Aujourd'hui, on accueille non plus 3, mais 2 intervenants. Donc, on va avoir Jean-Marc Pogé, expert construction bois au CNDB, qui nous fera l'introduction et la présentation du simulateur V2. On aura également l'intervention d'Élise Morfin, ingénieure bâtiment durable chez Viscab, qui nous expliquera le fonctionnement du simulateur. On devait également accueillir une troisième personne, Gaëtan Hordé, un économiste de la construction chez Noanec, mais qui malheureusement a le Covid. Donc, on va présenter sa partie nous-mêmes. Je vais laisser tout de suite la parole à Sarah Laroussi pour une présentation du CNDB. Et je vous dis à tout de suite. Merci Amandine. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver aussi nombreux. Donc, merci de votre fidélité tout d'abord. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire. Donc, en quelques mots, le CNDB, même si un grand nombre d'entre vous nous connaissent déjà, c'est une association pour la promotion du matériau bois en construction, en aménagement. Nous existons depuis un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Et notre rôle premier, notre mission, c'est d'accompagner les acteurs de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage à concevoir, à construire, à rénover et à être formés autour de la construction bois. On a donc 4 pôles de compétences aujourd'hui au CNDB. Un premier pôle formation. Donc, ça me permet de faire le lien avec notre partenaire Qualitel, avec qui nous menons un certain nombre de formations sur la construction bois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour être informé des prochaines sessions. Nous avons un pôle dit d'information, dans lequel nous intégrons notre fameux centre de ressources. Donc, c'est notre site internet www.cndb.org où vous retrouvez dans la partie ressources un certain nombre de documents techniques précieux en libre téléchargement, donc réalisés avec le soutien de la filière et entre autres du Codifab que nous remercions. Dans cette partie information également, nous avons un certain nombre de visites, d'opérations que nous organisons tout au long de l'année. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous suivre via la newsletter sur les réseaux sociaux pour être informés des prochaines visites qui vous sont du coup proposées. On a un pôle également promotion et communication. Donc là, c'est de l'accompagnement. Hein, ça fait le lien avec le dernier pôle de compétences des acteurs de la filière forêt-bois française dans leur définition d'action, toujours pour les acteurs de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage que vous êtes. En termes d'actualité, donc les prochaines actualités du CNDB, elles sont au nombre de 2. Donc tout d'abord, nous organisons en partenariat avec Fibois France, une matinée donc, pour l'UIPC, l'Union des industriels des panneaux contreplaqués, avec le soutien du Codifab, une matinée dédiée au contreplaqué le 19 juillet prochain en Vendée. Donc n'hésitez pas là aussi à consulter notre site internet pour avoir plus d'informations ou à vous abonner à notre newsletter. Et nous organisons également une visite d'opération à Dijon, en juillet prochain. La date exacte, Amandine, que je n'ai plus en tête, excuse-moi, peut-être la redonner. Le 20. Le Le 20 juillet. Super. Voilà, donc vous recevrez toutes les informations par mail et via nos réseaux sociaux emailing, donc à suivre très prochainement. Je tenais également à vous partager donc 2-3 petites informations. Donc la newsletter, ça, on va balayer rapidement. Je vous en ai déjà parlé. Vous avez retrouvé un petit peu toutes les actualités de la filière forêt-bois française qui vous sont proposées mensuellement. Donc c'est un condensé de tout ce qui est important à retenir. Et puis, donc, garder le contact chez nous, ça passe par nos réseaux sociaux et ça passe aussi par le site internet, donc www.cndb.org. Je me permets de vous partager également une petite info en conclusion avant de laisser la parole à Amandine. Nous réalisons au CNDB tous les ans un questionnaire que nous vous adressons pour connaître un petit peu vos attentes vis-à-vis du CNDB, les thèmes que vous souhaitez que nous portions, les actions que vous souhaitez que nous mettions en œuvre du coup pour vous accompagner au mieux.
Donc, vous recevrez courant juillet un questionnaire qui vous permettra du coup de répondre en direct de manière totalement transparente sur qu'est-ce que vous attendez concrètement de nous. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Vos retours nous sont précieux et surtout nous permettront de définir la stratégie pour l'année prochaine, voire pour les 2-3 prochaines années. Donc, n'hésitez surtout pas à répondre à ce questionnaire que vous recevrez dans quelques semaines. Voilà, je te laisse la parole, Amandine. Merci à tous et puis très bon webinaire. Merci beaucoup, Sarah. En effet, je me permets de reprendre la parole pour quelques petites minutes et vous présenter donc, le Club Bouillé-Bois, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, le Club Bouillé-Bois est un club qui a été créé donc, il y a plus de 10 ans maintenant et qui fédère 3500 acteurs de la maîtrise d'ouvrage convaincus matériaux bois, des prescripteurs ayant déjà utilisé ce beau matériau. Donc, le Club Bouillé-Bois, quel est son objectif? C'est tout simplement de pouvoir vous fédérer et vous identifier et faire en sorte que vous puissiez faire connaissance ensemble, partager vos retours d'expérience également. En tant que membre, une fois que vous êtes inscrit, vous avez le droit à de nombreux avantages, comme par exemple avoir accès à de nombreux événements. On en organise une vingtaine chaque année. Donc, on va faire des visites d'opérations, des visites de chantier, des webinaires comme aujourd'hui par exemple, mais également des conférences. Donc, tout ça, c'est gratuit. Vous allez aussi recevoir tous les 2 mois une newsletter condensée de tout ce qui se passe dans la filière forêt-bois. Donc, vous allez recevoir les derniers sites et outils qui ont été créés par la filière. Vous allez également être invité aux événements dont je faisais référence tout à l'heure. Vous allez aussi découvrir tous les derniers membres inscrits pour pouvoir aussi faire connaissance et échanger ensemble. Donc voilà, pas mal d'avantages que je ne vais pas lister entièrement aujourd'hui. Vous en avez un aperçu ici, mais retenez que ce club est totalement gratuit et vous permet en fait d'être identifié comme un acteur et un professionnel de la construction bois. L'inscription est extrêmement simple. Vous avez tout simplement à aller sur le site du clubbouillebois.com et de cliquer sur le bouton « Rejoindre le club ». Il ne me reste qu'à vous souhaiter en tout cas un très bel événement ce matin. Je laisse tout de suite la parole à Jean-Marc qui a beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer aujourd'hui, il me semble. Jean-Marc, je te laisse la parole et l'accès au PowerPoint. Bien, bonjour à tous. Pour cette fin de matinée, où on va parler d'un petit outil qu'on a mis au point pour permettre d'évaluer le choix des matériaux par rapport à leur impact carbone. Alors, on va commencer peut-être avec une petite introduction pour bien comprendre tout ça. Donc, je vous rappelle les grands objectifs de l'ARE 2020, il y en a 3. Tout d'abord, c'est pour poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, donc la baisse des consommations. Le deuxième, qui est tout à fait nouveau, c'est diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie. Et puis enfin, un troisième axe qui est de permettre aux occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail qui sera adapté aux futures conditions climatiques. L'ARE 2020 s'applique aux maisons individuelles et logements collectifs depuis le 1er janvier et elle le sera pour le bureau et l'enseignement à partir du 1er juillet. Donc on y est presque. Alors, si on regarde un petit peu dans le passé, quand on prenait un bâtiment qui était construit antérieur au XXe siècle, c'était un bâtiment qui utilisait des matériaux naturels avec peu de transformation. C'était essentiellement de la pierre, ça pouvait être de la terre, ça pouvait être du pisé, ça pouvait être différents matériaux. On utilisait de la brique. Et tous ces matériaux, finalement, avaient un bilan carbone au niveau de la construction qui était relativement faible et qui est exprimé en gris sur le petit schéma. Et puis à côté de cela, il fallait se chauffer, donc on utilisait le charbon, le bois, qui faisait la consommation énergétique représentée en jaune sur le schéma. Quand on est arrivé au milieu du XXe siècle, on a eu des bâtiments qui se sont améliorés. On a eu des produits plus industriels dans nos bâtiments, plus élaborés, ce qui a fait monter le bilan carbone, en gris, vous voyez. Et puis surtout, on a eu une grande période où le pétrole n'était pas cher, donc on l'a utilisé de manière très importante, de manière à pouvoir se chauffer de manière confortable dans les bâtiments. Mais là-dessus est arrivé le choc de 1974, le choc pétrolier, augmentation du prix, et donc mise en place des premières réglementations thermiques en 1974 pour commencer à réduire la consommation énergétique des bâtiments. Il s'en est suivi une en 82, et puis une en 88, une en 2000, la RT 2005, et puis notre RT 2012 qui est plus très loin, pour arriver enfin à la RT 2020. Alors, au fil de toutes ces réglementations, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'on voit ma flèche de souris, Amandine? Oui.
Eh bien, la partie qui est en jaune ici, qui est la dépense énergétique, elle s'est réduite, ça c'est très bien. Mais pour y arriver, eh bien, on a augmenté les équipements dans nos bâtiments. On a mis du double flux, on a mis des vitrages, des doubles vitrages, voire des triples vitrages. On a augmenté l'épaisseur des murs, plus d'isolant, et donc on a augmenté le bilan carbone de la construction. Ce qui fait qu'en diminuant cette partie-là, on a augmenté la deuxième partie. Et on arrive un peu à une incohérence si finalement ce que l'on gagne de côté, on le perd de l'autre. D'où la RE 2020 qui dit qu'on va encore continuer à diminuer un petit peu la partie de consommation énergétique, mais par contre, on va maîtriser cette fois-ci le bilan carbone de la construction et on va s'intéresser au total des deux. Voilà un petit peu la mise en perspective de cette RE 2020. Alors, je vous propose déjà de voir un petit peu là où on en est aujourd'hui. Tout d'abord, un petit rappel. Ce qui va caractériser ce bilan carbone, c'est un indicateur qu'on appelle le IC bâtiment, que vous voyez ici, qui s'exprime en kilogrammes de CO2 par mètre carré, qui se décompose en un IC de la construction du bâtiment, le IC composant, plus un IC énergie, l'énergie qu'on va utiliser pendant les 50 ans de vie du bâtiment, et puis deux autres facteurs, c'est-à-dire le IC chantier et le ICO, mais qui sont marginaux. On n'en tiendra pas compte dans le travail que l'on va faire ce matin. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne, ce fameux IC bâtiment. Eh bien, si on prend les données qui sont issues de l'Observatoire plus C- de 2020, pour le bâtiment collectif, il se situe autour de 1340. Et on voit que quand on regarde les extrêmes, on est en capacité de le diminuer par 2 ou de l'augmenter par 2. Il est un peu plus bas pour la maison individuelle et très très proche pour le bâtiment collectif. Alors, on va focaliser un petit peu maintenant pour voir comment se décompose cet ensemble IC. Ça a été trop vite. Voilà. Donc, ce IC construction, il se décompose en plusieurs parties. Si je prends le cas du logement collectif ici, j'ai une première partie qui correspond à la construction et puis une seconde partie qui correspond à l'énergie. La construction, on a de l'ordre de 57%, l'énergie 37%, et puis enfin les derniers lots chantiers dont je vous parlais tout à l'heure, ça représente grosso modo entre 5 et 6% généralement. Si on regarde dans le monde de la maison individuelle, les ratios sont assez proches. Par contre, on a une différence assez sensible au niveau du bureau, dans lequel la partie construction pèse plus que sur la partie énergie. Si on regarde un petit peu comment les choses vont se passer plus tard, eh bien, cette valeur de 760, donc le fameux IC construction, il va falloir l'amener vers des seuils. Alors ici, j'ai indiqué les IC max moyens hors modulation. Pour le logement collectif, il va falloir atteindre 740. Donc de 760 à 740, le gap n'est pas très important, ce ne sera pas très difficile. Par contre, dès qu'on va passer en 2025, ce sera 650, puis 580 pour atteindre 490 en 2031. Donc là, par contre, un effort beaucoup plus important et de nombreux changements pour y arriver. Maintenant, on va encore focaliser, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va regarder en détail comment se décompose le IC construction. Je repars sur la partie bâtiment collectif. Vous avez une première partie qui concerne les VRD, on va être autour des 8%. Une partie sur le gros œuvre qui va me donner 36% de l'ensemble, 30% pour le second œuvre, et puis enfin 25% pour les lots techniques. On a souvent l'habitude de dire de manière un peu simplifiée, en gros on divise en 3, la partie gros œuvre, second œuvre et lots techniques, de manière assez simplificatrice. On va retrouver ce ratio dans les bureaux, et on va le retrouver de manière encore plus solide sur la maison individuelle. Alors cette répartition en 3 tiers, en gros, elle tient sur des bâtiments tels que l'on a vu moyens, qui correspondent en gros au seuil actuel. Quand on va aller sur des bâtiments qui sont beaucoup plus performants, et pour en avoir suivi quelques-uns qui arrivent vers les 500, voire 450, on s'aperçoit que le ratio est très différent, puisqu'en fait, l'ensemble des lots techniques qui sont forfaitaires vont peu changer. Et donc, c'est l'ensemble construction plus gros œuvre plus second œuvre qui va diminuer. Et on va arriver à presque 50% en lot technique pour 50% second œuvre plus gros œuvre. Plus on va aller vers les bâtiments performants, plus ce ratio va se révéler.
Alors, quand on va vouloir améliorer notre bâtiment, on va pouvoir travailler. Là, vous avez un petit indicateur qui vous donne des surcoûts de construction et puis les gains carbone en partie verticale. Quand on va travailler sur les lots intérieurs, on aura des surcoûts relativement faibles, mais évidemment des gains faibles. On va pouvoir monter un petit peu quand on va travailler sur les façades. Et puis enfin, sur les structures, c'est là qu'on va trouver des surcoûts importants, mais également les meilleurs gains carbone. Alors, dans ces choix carbone, eh bien, tous les matériaux biosourcés sont extrêmement intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous permettre de stocker du carbone. C'est ce qu'on appelle, on a tous appris ça à l'école, c'est la synthèse chlorophyllienne, c'est-à-dire que sous l'action d'une énergie qui est l'énergie lumineuse, on a une recombinaison du CO2 de l'atmosphère avec de l'eau, ce qui va nous produire un composé organique, ça va être de la cellulose dans celle-là, du glucose, et ça va redonner de l'oxygène dans l'air. Donc tous les matériaux biosourcés sont très intéressants parce qu'ils vont stocker du carbone. Alors dans les ACV, on a là ce qu'on appelle l'ACV statique, et dans la RE 2020 a été introduite la notion d'ACV dynamique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans une approche statique, une émission temporaire n'a pas d'impact et un stockage temporaire n'a pas d'impact. Si aujourd'hui je lance un bâtiment, je suis en 2022, je vais faire mon ACV avec des éléments biosourcés, je vais arriver plutôt à une valeur négative puisque j'ai stocké du carbone. Je vais regarder ce qui va se passer au terme à 50 ans. Et dans 50 ans, on va considérer qu'une partie de ce carbone est relâchée dans l'atmosphère parce qu'il y a une décomposition de la matière. Donc, je ne prends pas en compte le 50 ans pendant lesquels on a stocké du carbone. Donc, on ne révèle pas finalement la vraie réalité. L'idée, dans l'approche de l'ACV dynamique, c'est donc de prendre en compte ce stockage temporaire. Et en fait, plus une émission a lieu tôt, plus son impact est fort. Et une émission temporaire augmente l'impact carbone, tandis qu'un stockage temporaire diminue l'impact carbone. Alors, vous le voyez sur cette petite courbe, c'est-à-dire qu'au fil des années, eh bien, on a un temporisateur, un correcteur qui va permettre de donner la valeur carbone au terme des 50 ans. Alors, ce coefficient qui est appliqué va permettre de revaloriser évidemment l'ensemble des matériaux biosourcés, plus que ce n'était le cas dans la CV statique. On va donc arriver à cet outil. Alors, dans le contexte, on avait réalisé un outil qui s'appelle simulateur biosourcé, que vous connaissez peut-être, qui avait été conçu dans le cadre du plan Bois 3. Son but, c'était d'évaluer les masses de bois et biosourcés dans un ouvrage dès la phase programmation, c'est-à-dire qu'on n'a pas dessiné encore, on est simplement sur un programme. Cet outil permettait, avec l'évaluation, de permettre de positionner un bâtiment par rapport au label biosourcé et par rapport aux 3 taux qui sont indiqués dans ce label. La RE 2020 a mis en place des nouveaux indicateurs et donc ça nécessitait une mise à jour de cet outil qu'on appelait la version V2. La version qu'on va vous présenter, elle est conçue pour une utilisation en phase programmation, comme toute l'ancienne version. Ça concerne les maîtres d'ouvrage de logements collectifs ou de bureaux, et il est principalement destiné aux maîtres d'ouvrage qui travaillent très en amont ou aux maîtres d'œuvre. Il va permettre d'évaluer l'impact carbone de différents choix constructifs à travers les indicateurs de la RE 2020, c'est-à-dire le IC construction, dont on vient de parler, le stock C, et puis il va nous permettre, comme c'était le cas avant, une évaluation des volumes de bois et de masse de biosourcés mobilisés. Pour cela, il vous faudra une version Excel à partir de 2019, et le détail vous sera présenté par Élise tout à l'heure. Et donc maintenant, je vais vous présenter cet outil, tout d'abord sur une forme PowerPoint, et Élise passera directement à la version Excel tout à l'heure. Il se présente à travers un tableau de bord en 3 panneaux. Sur la gauche, vous avez l'ensemble des données du projet que vous allez remplir. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose. Vous aurez ensuite les paramètres de conception qui sont en partie centrale. Et puis sur la droite, on aura toute une série de résultats qui vont s'afficher. Donc dans la partie centrale, je vais pouvoir commencer mes itérations. Par défaut, quand vous ouvrez le simulateur, il est toujours calé sur un bâtiment de référence dans lequel les structures verticales sont en béton, la structure horizontale est en béton, la toiture est une toiture terrasse béton, vous avez de la laine minérale en isolant, vous avez des menuiseries en PVC ainsi que des volets roulants PVC, du carrelage et de la peinture. Vraiment le bâtiment le plus simple qui soit. Dans les itérations qui vous sont proposées, si on commence par la structure verticale, vous allez glisser votre souris sur schéma et vous verrez apparaître les différentes possibilités. La valeur de référence telle qu'elle est affichée, c'est un mur béton avec contre-isolation intérieure, le truc extrêmement classique, et puis enduit pelliculaire. Vous pouvez le varianter avec un système poteau-poutre
béton, au sens du DTU 31.4, avec des façades ossature bois. Vous pouvez également le varianter cette fois-ci complètement en bois, c'est-à-dire avec des murs en ossature bois, au sens du DTU 31.2, et puis le varianter également avec des murs en CLT sur lesquels vous allez trouver une contre-isolation extérieure sur chevronnage. Vous pouvez faire ses choix sur le rez-de-chaussée ou sur les étages courants. Dans la pratique, on fait très souvent un rez-de-chaussée en béton. C'était pour ça qu'il était intéressant de différencier les deux. Une fois que vous avez travaillé sur les structures verticales, on va ensuite passer sur les structures horizontales. Au passage, d'ailleurs, vous aurez le choix de choisir votre type de noyau, si c'est un noyau béton ou CLT. En structure horizontale, par défaut, on a une dalle béton plus une chape. Vous avez la possibilité de choisir un plancher bois, solivage bois, plus voile de contreventement, plus résilient, plus chape, plus laine minérale entre les solives et plaques de plâtre. C'est donc une solution qui répond à la réglementation acoustique et qui peut être utilisée dans le logement. Vous pouvez le varianter également avec la solution CLT, qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire panneau de CLT, résilient, chape et en sous-face isolant plus plaque de plâtre. Elle a aussi une solution qui correspond à la réglementation acoustique et feu. Alors, une petite aide pour les personnes qui nous suivent en ligne, certains pour qui c'est flou. Vous pouvez aller directement en tapant sur Google, si vous tapez simulateur bois et biosourcé, vous allez être dirigé sur le site Ambition Bois, et dans lequel vous avez directement le simulateur qui vous permet d'accéder en fait au document qu'est en train de présenter Jean-Marc. Vous l'ouvrez et comme ça, vous avez en même temps les explications de Jean-Marc oralement et en même temps le support d'une façon plus nette. Donc, sur les balcons, eh bien, par défaut, on a des balcons en béton avec un carrelage. On va pouvoir les varianter en gardant notre béton, mais en rajoutant un plâtelage bois. On va pouvoir aller beaucoup plus loin en faisant des systèmes désolidarisés, ce qu'on utilise généralement quand on construit en système constructif bois, avec une structure principale métallique, un solivage bois, sur lequel ensuite on va trouver un plâtelage. Et puis en CLT, ce sera du CLT, un dispositif d'étanchéité et un ensemble de dalles sur plot. Alors au niveau de la toiture, on a une toiture terrasse béton plus l'isolant plus étanchéité. On peut passer avec un solivage bois plus étanchéité, dans ce qu'on appelle une toiture terrasse chaude. On peut la varianter avec un système en CLT, toujours en dispositif de toiture chaude. On peut également avoir plus classiquement une charpente industrielle type fermette avec isolant sur le plafond, ou alors une charpente traditionnelle et isolant pareil rapporté sur le plafond. Et puis ensuite, toute une série d'itérations, on verra un petit peu tout à l'heure quand on fera des simulations. Et puis enfin, vont s'afficher toute une série de résultats, c'est le diapo d'après. Vous voyez donc le IC Construction qui s'affiche, qui là donne une valeur de 872. Vous sont rappelés en dessous des seuils à respecter. Vous avez ensuite des indications sur le stockage carbone, qui est ramené par la surface de référence, le volume de bois en mètres cubes par surface de référence ou par SDP. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est l'élément qui vous est demandé dans le label biosourcé. Et la masse de biosourcé, pardon, c'est la masse de biosourcé par SDP qui vous est demandée dans le label. Donc, vous allez pouvoir la trouver ici. En dessous, vous avez un histogramme qui vous donne en bleu le IC auquel vous êtes arrivé, avec les différents seuils qui s'affichent. En partie basse, alors vous aurez tout le temps, pendant vos simulations, une partie grise. La colonne grise correspond à la référence béton qui est ici. Elle est immuable, elle va rester toujours la même. Ça vous permettra de voir comment votre simulation évolue par rapport à la solution de référence. Donc, on va rentrer dans une simulation pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai pris un bâtiment qui est un bâtiment réalisé, on en reparlera juste à la fin, qu'a réalisé Stéphane Cochet, qui est à Paris, dans lequel donc, on va rentrer les données minimalistes qu'il nous faut, c'est-à-dire la zone climatique, la surface de la parcelle, zone climatique altitude, la chape qui est souhaitée, le nombre de niveaux, le nombre de logements, ce qu'on appelle la granulométrie, c'est-à-dire la répartition par type de logement, et puis le nombre de parkings sous-sol ou extérieur. Et vous voyez finalement un petit croquis, ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus que ça. Suivante. Donc j'ai rentré mes informations, j'ai grossi la partie résultat, vous la voyez donc ici, 872, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai mon stockage carbone qui est indiqué, mon volume de bois qui s'exprime ici en 0,04 par SDP, et en masse de biosourcé, je suis donc à 2 kg par mètre carré de SDP. Suivante. Donc on va commencer des changements. Premier changement que l'on peut faire déjà,
j'étais parti sur une hypothèse dans laquelle j'avais simplement mis des parkings en extérieur. Cette fois-ci, je me dis, bah, tiens, je vais mettre des parkings en sous-sol. En mettant mes parkings en sous-sol, je me retourne vers mon IC, je vois qu'il a monté à 932. Donc, ce qui veut dire que dès qu'on a travaillé avec des parkings sous-sol, on est quand même très pénalisé. Et c'est à prendre en compte sur la répartition des parkings. Ensuite, on va passer aux itérations donc, sur le bâtiment. Donc, on va commencer par des itérations simplement sur les corps d'état secondaires, pour faire simple. Donc, avec ma laine minérale, je suis toujours à ma référence 872. Si je passe en fibre végétale, j'ai un écart de 8 kg sur l'ensemble du bâtiment, moins 8, ce qui me donne globalement une amélioration de 1% de mon IC global. En panneau souple à base de bois, je suis à moins 2, donc l'amélioration est très faible, 0,2%. Par contre, si je pars avec de la botte de paille, je suis à moins 13, donc j'ai amélioré de presque 1,5% mon bilan carbone. Au niveau des revêtements extérieurs, par défaut, j'étais en enduit minéral sur béton. Si je prends du zinc et de la volige, alors curieusement, j'arrive au même résultat, ce qui se comprend, puisqu'on serait plutôt pénalisé en bilan carbone par le zinc, mais comme on le pose sur la volige, ça recorrige un petit peu l'ensemble et ça donne une valeur qui est neutre, 0. Si on met acier et volige, par contre, là, on est un petit peu plus pénalisé. On est à plus 8, on prend 1% en plus. Avec des panneaux dérivés du bois, on serait à moins 5, on a amélioré notre bilan. Et avec un bardage bois, on perd 17 kg, donc on améliore de presque 2% notre bilan carbone. Si on regarde les menuiseries, par défaut, on est en PVC. Si on passe en aluminium, on pénalise, on va être à 0,3% en plus. En bois alu, on va être à moins 3, le bois a un correctif par rapport à l'aluminium. Et puis, si on est purement en bois, on va être à moins 7, donc une amélioration qui approche les 1%. Au niveau des revêtements intérieurs, par défaut, on était parti en carrelage, on a la possibilité de mettre de la moquette. Alors, vous voyez que là, en mettant de la moquette, je me pénalise très fortement puisque j'ai 60 kg en plus, je détériore mon bilan de 7%. Alors ça vient en fait du fait que dans les moquettes, on a des écarts extrêmement forts au niveau des produits et qu'il a fallu choisir une FDES qui soit un peu représentative. Et Lise pourra nous en dire quelques mots tout à l'heure. Si je mets un sol de parquet contre-collé, je vais diminuer de moins 5, ça fait un demi% d'amélioration, et en bois massif, moins 20, donc là je suis à 2,5% d'amélioration, c'est significatif. Et puis maintenant, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, en toiture terrasse béton, on était toujours à notre 872 de référence. Si je passe avec une toiture avec un solivage bois, j'ai une amélioration de moins 17, 2% d'amélioration. En CLT, moins 29, évidemment, mais plus de matière bois en œuvre, donc on va améliorer la chose. De 2%, on va passer à 3 quelque chose. Si je passe en charpente industrielle, je suis à moins 20, donc c'est assez intéressant, on a 2,3. Et en traditionnel, on est sensiblement dans les mêmes zones. On va continuer. Et cette fois-ci, on va commencer à travailler sur la structure. Alors, en alternative, je vais garder mon rez-de-chaussée en béton, mais au niveau de la structure verticale, je vais faire des poteaux-poutres de béton et façades bois. Au niveau de la structure horizontale, je garde du béton. Les balcons, cette fois-ci, je ne vais pas les garder en béton. C'est une très mauvaise idée quand on fait du mixte façade bois-béton. On va plutôt faire des balcons indépendants, structure métallique et bois. Et puis, en bardage, on va mettre un enduit minéral sur PSO cette fois-ci, puisque le pelliculaire ne conviendra pas. Le bilan, ça me donne, alors j'ai grossi les résultats en partie basse. Dans cette solution, on a un IC qui est de 818, c'est-à-dire que j'ai moins 54, donc une amélioration de 6% de mon bilan. On va pouvoir aller, alors j'ai oublié quelque chose, j'étais un peu vite. Si je clique sur le bouton sauvegarder la variante actuelle, vous voyez que la variante que je viens de voir va s'afficher en jaune ici. Et ça va devenir, comme était la variante grise ici, quelque chose de fixe qui nous fera un point de repère. Donc en gris, tout béton. En jaune, j'ai sauvegardé poteau-poutre béton façade bois. Et puis je vais pouvoir travailler maintenant sur d'autres itérations. Je vais un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'ossature bois, maintenant je vais passer avec un système CLT, donc structure verticale CLT, structure horizontale CLT, donc les petits schémas que je vous ai montrés tout à l'heure. Les balcons, ce sera du métal et bois. J'aurai une toiture terrasse CLT et un enduit minéral sur PSE. J'arrive donc à un IC de 667, c'est écrit en plus gros en bas,
un écart de moins 200, et cette fois-ci, j'ai amélioré de 23% le bilan global carbone de mon bâtiment. Alors pour finir, on va passer en structure construction ossature bois pour tout ce qui est vertical. On va passer le rez-de-chaussée en CLT, on va passer le noyau d'ascenseur en CLT, le rez-de-chaussée en CLT au niveau du plancher haut. Les niveaux courants vont être en solivage, la toiture terrasse en solivage, on va garder les isolants minéraux. On va avoir un bardage bois sur 100% de la surface, on pourrait le différencier, avoir deux types de bardage avec des pourcentages différents. Des menuiseries bois, des volets battants bois et du carrelage au sol. Cette configuration, c'est celle du bâtiment qu'a fait Stéphane Cochet. Et donc, on arrive, nous, à un résultat de 583 pour le IC, ce qui donne une amélioration de 33% par rapport au modèle initial qui était en béton. Suivante. Voilà, donc l'opération dont je vous parlais, vous retrouvez mon petit croquis de tout à l'heure, hein, vous avez la parcelle qui est ici, le bâtiment qui a été effectivement réalisé dans cette partie-là, vous en avez le plan, noyau central et une desserte des logements. On avait rentré des valeurs, on avait rentré dans le simulateur la valeur de 940 mètres carrés qui était attendue. La SDP sortie au final dans le bâtiment est de 1050, le simulateur a trouvé lui une valeur de 1034 qui est proche. La masse de biosourcés, alors, qui a été calculée de manière assez précise par l'équipe de maîtrise d'œuvre, était à 113. Le simulateur est tombé très proche, c'est pas toujours qu'il tombe si proche, il est tombé à 110. Et le IC construction calculé aussi de manière très pointue par l'équipe de maîtrise d'œuvre est à 455, tandis que le simulateur le trouve à 587. Alors vous voyez que la valeur trouvée par le simulateur est beaucoup plus pénalisante, mais ça s'explique de plusieurs manières. Tout d'abord parce que ce qui module beaucoup le résultat final, c'est le choix des FDES. Élise va nous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, quand on va chercher la bonne FDES, on va diminuer de manière très importante le résultat. Et puis, bien évidemment, on travaille en ratio, ce qui donne un résultat qui peut être un petit peu faux. Et on va donc laisser la place cette fois-ci à Élise qui va nous rentrer un petit peu dans le détail de l'outil. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Marc. Du coup, je vais vous montrer, 2 petites, slides. Moi, pour me présenter, je suis, Élise Morfin. Je suis ingénieure bâtiment durable chez Viscable, qui est un éditeur de logiciels, pour, l'analyse de cycle de vie bâtiment. Et on avait déjà travaillé avec Jean-Marc pour la première version du simulateur et donc c'est un peu naturellement qu'au moment de sa mise à jour, on a retravaillé, dessus, pour, mettre en place cette version. Alors, je vais partager mon écran. Donc oui, je vais vous présenter, 2 petites slides avant de passer, sur le simulateur, en fait, sur l'Excel. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? J'imagine que oui, du coup. Donc déjà, au niveau du scope de l'outil, cet outil, forcément, il prend en compte, certaines, hypothèses et c'est important de rappeler que, c'est vraiment un outil très, amont et qui remplace pas un calcul, précis, d'impact, carbone d'un projet. C'est plus pour, étudier différentes variantes, en amont d'un projet. Il fonctionne pour des ouvrages assez, génériques, seulement pour les usages logements collectifs et bureaux. On a considéré une épaisseur de bâtiment de 15 mètres et que les bâtiments sont, a priori rectangles. Il faut un minimum de niveaux pour que le simulateur fonctionne bien, donc 3 niveaux dont rez-de-chaussée. Et il y a tout un tas d'autres critères, d'autres ratios en fait qui ont été pris comme hypothèse pour, les calculs, des métrés finalement du bâtiment. Je rentrerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure dedans. Mais donc voilà, c'est bien à garder en tête quand on utilise l'outil que c'est, qu'il y a ces hypothèses en fait derrière cet outil qui peut, expliquer certaines différences entre la réalité de votre projet et les résultats du simulateur. Hem Également, je tiens à souligner que, il n'est pas très, adapté pour les extensions parce qu'à chaque fois, on va reprendre, notamment tous les lots techniques dans la modélisation ou des choses comme ça, qui sont pas forcément pertinentes pour les extensions et donc vous pouvez trouver, des résultats, aberrants ou énormes, pour des très petites surfaces ou des extensions alors qu'en fait, c'est parce que, l'outil est pas vraiment prévu, pour. Donc à garder en tête. Hem Déjà, ce dont je vais vous parler, pendant que je vais vous présenter l'outil, c'est, comment lire les hypothèses de modélisation à l'aide de petits schémas et commentaires disponibles sur l'outil, ainsi qu'un onglet ratio de conception et des hypothèses de modélisation écrites, heu,
quand on rentre un peu plus dans le détail de l'outil, dans les onglets, qui suivent la page d'accueil. Je vais aussi vous montrer comment personnaliser les modélisations de l'étude, en personnalisant les ratios, en personnalisant aussi les quantités de composants qui ont été comptabilisés par la modélisation. Et enfin, je vais vous montrer comment, lire les résultats, comment, partager aussi, les résultats du simulateur, et de l'étude. Donc je vais passer au simulateur. Vous pouvez le retrouver donc sur, Ambition Bois comme, ça a été dit, un peu plus tôt. Hem, Ici dans les outils, au niveau simulateur, bois et biosourcés. Hop, moi j'ai déjà ouvert le site. Donc en fait, je vais le télécharger là, directement pour vous montrer. Donc là, ça m'a téléchargé un zip, hop, dans lequel je vais retrouver une notice d'utilisation qui va rappeler en fait un certain nombre d'hypothèses qui ont été prises, sur l'outil et quelques aides à l'utilisation et le simulateur qui est donc cet Excel. J'ai une remarque, c'est que alors je vais l'ouvrir là déjà. En fait, dans l'Excel, il y a certaines fonctionnalités qui sont faites via des, ce qu'on appelle des macros. Ça va être en fait des fonctionnalités qui sont liées à des boutons et vu que c'est un fichier qui vient d'internet, certains navigateurs ou certains, heu, hop, ou certains systèmes d'exploitation vous disent qu'ils bloquent automatiquement les macros et donc vous ne pouvez pas accéder à ce moment-là aux macros. Vous pouvez toujours utiliser l'outil, par contre, vous n'aurez pas accès à ces différents boutons. Pour, y remédier et quand même vouloir, utiliser les boutons, vous pouvez enregistrer le, document en dehors de vos téléchargements, plus directement sur votre, bureau, dans votre document, enfin directement sur votre ordinateur en fait. Donc moi là, je vais le mettre dans mes documents par exemple et après si je clic droit propriété, hop, c'est pas très rapide, désolé, mais vous pouvez au niveau de la sécurité débloquer, justement le blocage de ces macros et utiliser, l'entièreté du simulateur. Voilà. Je vous promets, j'ai pas mis de virus dedans, et donc là, si je l'ouvre, normalement, je vais pouvoir, utiliser vraiment toutes les fonctionnalités, de l'outil. Alors, donc déjà sur la page d'accueil, je vais passer assez rapidement parce que finalement Jean-Marc, a quand même montré pas mal de choses tout à l'heure. Il y a les champs généraux qu'on peut, modifier, les champs, de paramètres qui vont avoir une influence directe sur le calcul de, nos résultats et nos graphiques de résultats. Si je fais un exemple très rapide, voilà, là j'ai changé solivage bois au rez-de-chaussée. Si je change aussi niveau courant, hop, ça me change automatiquement mes résultats et également mes graphiques. Hem, voilà un peu pour le fonctionnement et sur cette page, on va également retrouver, 4, actions possibles via des boutons. On peut retourner au scénario de référence qui est le scénario béton dont parlait Jean-Marc tout à l'heure, qui est en gris sur les graphiques. Donc ce que ça va faire, c'est tout simplement resélectionner les choix qui correspondent, bien au scénario, de béton. On peut également sauvegarder la variante actuelle, donc si je rechange encore quelque chose, hop. Si je sauvegarde la variante actuelle, je vais bien avoir, une, 3e, colonne qui va s'afficher sur mes graphiques qui correspond, à la variante que je viens de sauvegarder et si je rechange, certains éléments, ce qui est en jaune va bien, rester, hem, fixe par rapport à ce qui était dans la variante précédente que j'ai sauvegardée et moi, ce que je suis en train de changer, ça correspond toujours en fait à la variante bleue qui est la variante actuelle que je suis en train de tester. Voilà un peu pour ces 2 actions et aussi on peut, faire ces 2 actions-là dont je parlerai plus, tout à l'heure. Au niveau de, comment lire les hypothèses, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, vous avez plusieurs choses à regarder. Vous pouvez déjà regarder les petites notes, heu, qui sont, montrées par un petit triangle rouge comme ça, sur, l'outil. Je zoome un peu pour voir et qui vont donner un peu des informations sur, comment bien remplir, l'outil ou quelles hypothèses ont été prises. Il y a également, comme l'a montré Jean-Marc, des schémas qui vous montrent un peu, qu'est-ce qu'on entend par les différents paramètres de conception, qu'on a mis dans nos options. Donc en passant la souris, vous allez avoir les schémas qui apparaissent avec, le détail des hypothèses qui ont été prises. Donc ça, c'est 2 manières d'accéder aux hypothèses,
de modélisation de l'outil. Et après, pour rentrer plus dans le détail, donc là, vous voyez, on est sur la page, sur l'onglet qui s'appelle ACV. Et si vous voulez, vous pouvez faire toutes vos simulations en utilisant uniquement cet onglet et sans rentrer plus dans le détail. Mais c'est intéressant d'aller voir les autres onglets, notamment résultats, ratios, puis après, tous les onglets par lot qui correspondent au lot réglementaire de l'ACV. Donc déjà, pour les hypothèses pour qualifier en fait les métrées du bâtiment, elles sont toutes rassemblées dans l'onglet ratio. Donc on va retrouver par exemple, hop, l'emprise au sol, le périmètre, la chable, les surfaces de pièces humides et tout un tas de, euh, de ratios comme ça qui ont été calculés assez simplement. Et à chaque fois, il va y avoir en gris des petits commentaires sur qu'est-ce qu'on a fait exactement, qu'est-ce qu'on a pris exactement comme hypothèse. Donc on va retrouver par exemple ce dont je parlais tout à l'heure, que la largeur du bâtiment est fixe, considérée à 15 mètres, ce qui nous sert à calculer un certain périmètre par rapport à la surface qu'on a remplie dans l'outil. Vous voyez que ces colonnes jaunes sont vides et en fait globalement toutes les cases jaunes que vous allez trouver sur, l'outil sont des cases qui peuvent être personnalisées. Et c'est-à-dire que par exemple, si là je décide que: «Ah bah non, moi mon emprise au sol c'est pas tout à fait vrai, c'est pas, 383 mais plutôt 400», on peut tout à fait, personnaliser la donnée et ce sera bien cette donnée-là qui sera prise en compte dans le projet. Voilà. Donc on peut personnaliser pour les logements ou pour les bureaux. Hop, on va retrouver aussi d'autres ratios, plus, ratios type, nombre de portes par logement, par type de logement, des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà, un premier moyen de consulter les hypothèses qui ont été prises dans le bâtiment et de les adapter à notre projet. Si vous rentrez plus dans le détail, par exemple, je vais dans le lot, VRD, heu, dans tous les onglets où il y a marqué lot devant, vous allez avoir le détail, en fait, ligne par ligne de tous les composants qui ont été considérés dans la, modélisation. Donc là, par exemple, dans le lot VRD, on va avoir un réseau d'eau potable en PVC avec une certaine quantité, qui a été prise par rapport à certaines hypothèses qui sont toujours écrites dans la colonne hypothèse, commentaire. Et donc vous pouvez tout à fait, si vous souhaitez aller plus loin dans, comprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière l'outil, rentrer dans ces, onglets lots et voir les hypothèses qui ont été prises pour chaque composant, et voir si ça convient en fait à votre projet. Si ça convient pas à votre projet, vous pouvez personnaliser la quantité, de composants dans le projet, ainsi que les ratios de biosourcés, de carbone biogénique, de volume de bois. Et à la fin, on voit les 4 dernières colonnes qui montrent, les résultats en fait pour les 4 indicateurs qu'on regarde, à savoir l'IC construction, le carbone biogénique, le volume de bois, la masse de biosourcés. Vous avez aussi, l'information de quelle donnée environnementale a été choisie pour modéliser le composant. Une remarque, pour les modélisations, on a choisi globalement surtout des données collectives et quand il n'y avait pas de données collectives, soit on prenait une donnée par défaut, soit on prenait une donnée individuelle qu'on, majorait de 30. Voilà un peu pour comment on a fait nos choix de données. Donc on va retrouver, l'impact, unitaire de la donnée, enfin l'impact même, tout court de la donnée, qu'on considère. Hem Et donc ça, vous pouvez pas vous-même, choisir de changer la donnée directement. Par contre, vous pouvez le faire de manière détournée si vous savez que la donnée que vous voulez utiliser, par exemple, fait, 10 d'impact et pas 8,84, vous pouvez adapter la quantité de projet pour retomber sur l'impact qui, vous savez est plus juste pour votre projet et après, réajuster les masses de biosourcés et carbone biogénique et volume de bois qui correspondent réellement à ce que vous avez ajouté. Donc voilà, vous pouvez pas changer la donnée qui a été choisie, mais vous pouvez via les personnalisations, en fait, adaptées par rapport à la réalité de votre projet. Donc pour comprendre les hypothèses, on a fait le tour. Finalement, les hypothèses, on les voit via les schémas, les petites notes, au niveau de la page ratio et au niveau de, chaque, composant par composant, on peut retrouver la donnée environnementale et des commentaires sur, les hypothèses qui ont été prises en compte pour le calcul. On va retrouver ça dans chacun des différents, onglets. On peut retrouver quel composant est lié à quel, paramètre de conception, par, les titres. Donc par exemple, là, il y a pas de titre, donc ça veut dire que toutes les variantes comprennent, ces composants-là. En l'occurrence, là, il y a pas de composants. Et sinon, vous allez retrouver par titre pour, la structure verticale noyau CLT, on va compter ce composant. Par contre, pour la structure verticale noyau béton, on va compter ce composant et ainsi de suite. Donc du coup, un paramètre de conception peut être, éclaté, si vous voulez, dans plusieurs lots,
de l'ARE 2020. Voilà pour les hypothèses. Maintenant pour personnaliser votre étude, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est, hem, tous les éléments jaunes vous sont personnalisables. Donc, il y a des éléments jaunes dans, les pages de l'eau où vous allez vraiment pouvoir personnaliser vraiment composant par composant et après plus macro au niveau des ratios, vous pouvez personnaliser certains ratios. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez personnaliser. Après au niveau de la page ACV, on a l'action, tac, réinitialiser les champs personnalisés qui vous permet, en cliquant de réinitialiser tous les champs, jaunes à vide pour, être sûr que vous laissiez pas quelque chose, de dans votre outil alors que vous voulez réinitialiser en fait, toutes les hypothèses. Hem, voilà pour la partie personnalisation finalement de cet outil. Et maintenant pour analyser et présenter vos résultats, finalement l'analyse de vos résultats, elle va surtout passer par, jouer avec, la page d'accueil, en changeant, les différents paramètres de conception et en sauvegardant des variantes et en comparant, les différentes variantes. Pour avoir en fait une analyse comparative entre différentes, solutions et pas vous baser uniquement sur, le calcul final qui peut être, éloigné de votre projet. Par exemple, si la géométrie de votre projet est très particulière ou des choses comme ça. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, dans l'onglet résultats, vous pouvez uniquement le consulter, il n'y a pas d'action à faire. Vous allez avoir par paramètre de conception qui a été choisi, les résultats, d'IC construction, de stockage, de volume de bois, pour voir un peu la répartition par, pôle en fait de construction, de votre impact. On va retrouver ça pour chaque variante, la variante en cours, la variante sauvegardée et la variante de référence béton. Donc ça, c'est si vous souhaitez rentrer un peu plus dans le détail, de l'analyse de qu'est-ce qui pêche dans votre projet, par exemple. Et une fois qu'en fait vous avez joué avec cet outil, que vous avez sauvegardé des variantes, que vous en avez tiré des conclusions, vous pouvez exporter un rapport, heu, en cliquant sur impression. Donc là, il y a l'aperçu avant impression qui va rappeler, les données que vous avez choisies pour votre projet, les données aussi pour, chaque, variante, la variante, de référence, la variante en cours et la variante sauvegardée pour les paramètres de conception et qui va rappeler les résultats du coup, qu'on voit en fait sur la page d'accueil. Finalement, si vous voulez, ça c'est, le redécoupage de la page d'accueil sous format, téléchargeable, en PDF ou facilement montrable et qui peut être partagé à d'autres acteurs. Voilà un petit peu pour le tour de l'outil. Je regarde un petit peu mes notes pour voir si j'ai oublié de parler de certaines choses. Je pense que j'ai fait le tour d'à peu près, tout ce que je voulais dire. On peut faire un petit tour rapidement sur le Lossette et des revêtements. Tout à l'heure, Jean-Marc parlait de moquette par rapport au carrelage. Tac tac, la moquette qui a été choisie, dans, l'outil, c'est une moquette touffetée en lait à velours 100 polyamide, qui est une donnée, collective et il se trouve que la donnée est quand même, très impactante. Il y a certaines données de moquette qui sont moins impactantes que celle-là, d'autres qui le sont plus, et donc cette donnée, on a trouvé que c'était une donnée relativement médiane et vu que c'était une donnée collective, c'est pour ça qu'on a porté notre choix, là-dessus. Mais donc vous pouvez, choisir des moquettes moins impactantes, que celle-ci et si jamais, vous souhaitez faire ça et voir les vrais résultats du simulateur avec la donnée que vous avez choisie, vous pouvez jouer sur personnaliser les quantités en fait pour, simuler le bon impact que vous voulez réellement représenter avec la donnée que vous avez choisie. Mais voilà, nous on a fait le parti pris de prendre une donnée, plutôt, médiane en fait par rapport aux fiches qui sont disponibles. Mais en tout cas voilà, vous avez accès à toutes les hypothèses des choix qu'on a fait, pour, les modélisations. J'ai fini de parler du simulateur. Je vais parler très, très rapidement de VisCab. Donc VisCab, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, un éditeur de logiciels, ACV pour le bâtiment et donc dans ce cadre, on a, 2 outils principaux. Un outil plus, réglementaire pour éditer des RS2E, tout ça et un outil plutôt, amont qui finalement est une version, heu, un peu sophistiquée du simulateur biosourcé si vous voulez, et qu'on appelle Explo, qui permettent d'explorer différentes variantes, d'un projet, de jouer un peu sur les différents paramètres de conception. Et donc voilà, je vous en parle si jamais ça vous intéresse d'aller, plus loin que le simulateur qui reste un outil, Excel qui est quand même,
je trouve assez puissant, mais qui trouve certaines limites. Hem, Si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez une démo de cet outil, vous pouvez tout à fait vous rendre sur le site de Viscab et dans les solutions dans Viscab Explo, vous pouvez avoir l'accès à demander une démo pour avoir une démo de cet outil. Extrêmement rapidement, pour vous montrer un peu à quoi vous attendre pour l'outil. Quand vous créez une étude, là par exemple, je vais l'appeler test Explo. On va en fait vous demander des paramètres de base sur votre projet, comme on demanderait dans le simulateur biosourcé sur la colonne la plus à gauche, pour un peu estimer certaines choses par rapport à votre projet. Là, je rentre un peu n'importe quoi juste pour montrer. Donc voilà, il y a tout un tas d'informations à renseigner pour pouvoir calculer une volumétrie simplifiée, des choses comme ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas toutes les options disponibles parce qu'on le délivre en fait au fur et à mesure, cet outil. Là, il est déjà utilisable dans sa première version, mais voilà. Et quand on crée un projet, on va après pouvoir choisir, c'est là qu'on va pouvoir choisir tous les paramètres de conception, comme on ferait avec la deuxième colonne qui se trouve dans le simulateur biosourcé. Donc jouer sur tout un tas de paramètres type changer le type de structure, des choses comme ça. Et analyser différentes variantes en temps réel finalement et les comparer grâce à des graphiques et des choses comme ça. Là, ça prend un petit peu de temps parce que je pense que vu que je suis en train de partager mon écran et que j'ai un certain nombre de choses ouvertes, mon navigateur a un Élise, on petit peu du laissera mal. les gens aller voir la démonstration pour Ouais, regarder un petit peu comment ça fonctionne. ouais, il y a pas de problème. Mais voilà, vous pouvez tout à fait aller voir ça et même il y a une petite vidéo de démo sur le site si vous voulez avoir accès à une démo très courte déjà sans nous contacter. Voilà pour ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose Jean-Marc ou continuer, je vais départager mon écran. Un document qu'on a réalisé qui s'appelle un B à bois sur les isolants bois et biosourcés, puisque ces isolants vont être très intéressants de manière à diminuer l'impact carbone. On a fait un petit document de synthèse qui est téléchargeable sur le site du CNDB. Dans ce document, vous allez trouver d'abord la définition d'un isolant biosourcé, puisqu'aujourd'hui, c'est simplement un matériau qui intègre une quantité de biosourcé, donc c'est reprécisé via un label. On vous parlera de la notion de confort d'été et puis du positionnement d'un isolant dans une paroi grâce à un protocole d'essai qui a été mis au point il y a à peu près 1 an maintenant et qui commence à intégrer les isolants, les avis techniques par contre. Pardon. Ce protocole permet de donner 2 qualifications de résistance au champignonnage des isolants et selon leur degré de performance, on pourra les mettre dans une paroi, soit entre les ossatures, soit en isolation extérieure. Sachant que plus on est vers l'extérieur, plus on a de risque de condensation. Et puis ensuite, suivante, eh bien, on a fait un focus sur 5 catégories d'isolants biosourcés: la paille, le béton de chanvre, la ouate de cellulose, les panneaux de fil de faible et moyenne densité, puis enfin les panneaux de forte densité. À chaque fois, vous trouverez des explications sur ces matériaux, la mise en œuvre qui est possible et l'assurabilité de la technique, et puis quelques conseils. Voilà, ce document est téléchargeable sur notre site. Voilà pour cette présentation. Et puis, ce que je propose, puisque je crois qu'il y a beaucoup de questions, c'est peut-être qu'on ait un échange sur l'outil et qu'on puisse vous répondre. Alors, je vais me permettre de me poser la première question que je vois dans le chat. Sur la V1, il était possible d'intégrer un attique à traiter différemment du reste. Est-ce possible sur la V2? Alors non, c'était à la base, on avait commencé à le mettre, mais vu qu'il y avait beaucoup plus de complexité dans la V2, on l'a finalement retiré parce qu'on n'a pas eu le temps par rapport au budget finalement qui nous était alloué pour faire cet outil, de le remettre, voilà. Et un deuxième aspect, c'est que la notion d'attique, c'est quelque chose de très différent. On peut dire qu'on a une attique, oui, non. Ça peut être une attique simplement sur la rue principale. Mais ça peut aussi être une attique qui est sur l'ensemble du bâtiment, donc sur toute la périphérie du bâtiment avec un retrait de 2 mètres, par exemple. Donc la notion d'attique peut être extrêmement différente et donc ça rentrait trop de paramètres. Là aussi, ça nous a incité à laisser ça de côté pour l'instant. Une autre question de Sophie. Dans le cadre du parquet, est-ce que la sous-couche acoustique est comptabilisée dans le gain vis-à-vis de la moquette? Alors, je pense, alors, il faut que je reprenne parce que ça fait un petit moment. Tac, tac, tac. Je pense pas. Non.
Non, non, au niveau revêtement de sol, pour, tac, tac, on a compté uniquement moquette et la sous-couche acoustique, en fait, on la compte, de la même manière pour, tous, si je dis pas de bêtises. Voilà. Merci Lise. Autre question de Francis. La solution plancher CLT tient-elle compte des compléments d'ouvrage type chape ou faux plafond afin de tenir compte des contraintes acoustiques et incendies? Oui, par contre, au niveau plancher CLT, alors normalement, il y a bien le détail dans les schémas. Tac, tac, si je retourne moi dans le schéma, vous voyez pas mon écran, mais heu, on a compté chape humide résilient panneau CLT, isolant plaque de plâtre dans, plancher CLT. En fait, toutes les solutions, enfin pratiquement toutes les solutions qui sont dans cet outil sont des solutions que vous allez retrouver dans le catalogue bois construction. Donc, ce sont des solutions qui correspondent au DTU, qui sont validées et qui correspondent à des solutions logement, c'est-à-dire aux conditions acoustiques. Et pour ce qui est des murs, on a pris également des solutions qui correspondent aux troisième famille, c'est-à-dire que vous avez également un écran thermique qui est intégré. Ça, excuse-moi, ça, c'est ce qu'a fait dans les travaux qu'a fait l'économiste. Je ne crois pas qu'on l'ait pris en compte dans l'outil, par contre. On est en solution classique, deuxième Hem, famille. mmh Je crois pas non plus, ouais. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Dans tous les cas, en attendant, on va vous renvoyer le lien vers l'accès au simulateur. Vous aurez par mail d'ici quelques jours l'accès. Alors si oui, Élise, on a eu une demande tout à l'heure pour retrouver la manip pour déverrouiller le simulateur. Donc je vais arrêter mon partage Ouais, d'écran pour que tu puisses nous le remontrer. oui, je peux vous remontrer, il y a pas de problème. Alors, pour pouvoir bien utiliser, le simulateur, si votre, alors j'arrive. Si votre navigateur vous empêche d'ouvrir les macros et donc d'avoir accès aux boutons, il faut extraire, alors je reprends le téléchargement. Moi, j'avais téléchargé donc le simulateur, il s'est retrouvé dans mes téléchargements. Il faut extraire, l'Excel de vos téléchargements et le mettre sur votre ordinateur. Donc ça peut être par exemple dans les documents. Et une fois que vous êtes dans les documents et que vous l'avez, donc enregistré sur votre ordinateur, c'est un peu lent avec le partage, je suis désolée. Il faut faire un clic droit sur le fichier. Bon, en l'occurrence, moi, je l'avais déjà mis dans le dossier. Alors, quand on fait un clic droit sur le fichier, il faut aller tout en bas dans les propriétés. Une fois que vous êtes dans les propriétés, alors attendez. Tac, tac. Oui, non, c'est parce que là, j'ai déjà débloqué, mais moi, si je colle l'autre. Alors. C'est un peu lent, je suis désolée. Mais donc, quand vous allez dans propriétés, normalement, vous devriez avoir tout en bas une petite case à cocher où il y a écrit débloquer au niveau de l'onglet, du premier onglet normalement qu'on vous propose. Voilà, dans général, en bas, il y a une petite encoche sécurité et il y a une case à cocher débloquer. Et quand vous la cochez, ça va annuler les sécurités en fait qui bloquent automatiquement les macros quand vous téléchargez un Excel venant d'Internet. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'outil. Merci pour la manip. On a une autre question de Pauline. Pourquoi ne pas avoir intégré des planchers mixtes bois-béton qui sont souvent proposés? C'est vrai, on l'a pas fait. Voilà. Je pense pas qu'il y a eu vraiment de. Je vais répondre. Oui, vas-y. Je vais répondre. Oui, on a dit qu'on mettait uniquement des solutions qui permettent de répondre à la réglementation acoustique logement. Or, les planchers connectés ne permettent pas d'y répondre, sauf à faire un plancher connecté béton plus chape rapportée. Donc, c'est une solution qu'on n'utilise jamais puisqu'on va avoir 2 fois du béton. Donc, on a pris vraiment les solutions génériques principales. Une question de Dominique. Envisagez-vous un lien entre la maquette BIM et vos logiciels? Oula, Donc on n'est pas du tout au même niveau.
Mm. Là, comme vous l'avez vu, on est sur un niveau très amont où on rentre pratiquement très très peu de données et on travaille avec des ratios pour avoir des ordres de grandeur des choses. On n'est pas du tout au niveau du BIM. Enfin, Ouais. de Au notre avis. niveau simulateur biosourcé, oui, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de notion. Après, au niveau des logiciels VISCAP, je ne sais pas si c'était ça la question. Petit à petit, on essaie de mettre en place des choses pour être interfacé avec le BIM, mais pour l'instant, c'est pas opérationnel. Ah, alors il y a une question sur Explo. J'ai eu l'impression du point de vue, oui, du point de vue biosourcé, pour l'instant, Explo est moins complet finalement que le simulateur biosourcé, parce qu'on n'a pas les indicateurs justement volume de bois et des choses comme ça. J'ai vu une question qui demandait euh, de quelqu'un qui visiblement a vu la démo d'Explo et qui nous demandait par rapport au biosourcé où est-ce qu'on se situait. C'est un petit peu logique, puisqu'on a un outil quand même qui est très orienté vers la construction bois, donc on tenait Voilà, à pouvoir amener des c'est ratios vraiment le centre, ouais, sur les quantités de bois et du biosourcé. c'est sûr. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver de David. Pardon. Pensez-vous adapter le simulateur ultérieurement au cas de la villa individuelle? Alors non, je ne pense pas, a priori non. Par contre, on fera comme on a pas mal d'utilisateurs qui le font tourner et qui nous amènent des retours, on aura sûrement une V3 qui sera faite l'année prochaine, qui sera améliorée en fonction des retours qui nous seront demandés. Et dans les questions qui nous sont posées en termes de domaine, il y a le logement collectif, il y a le bureau, mais il y aurait aussi les locaux d'enseignement qui seraient intéressants à traiter. Et puis on nous a remonté aussi pas mal de composants qui ne sont pas présents, pour lesquels il serait souhaitable qu'ils soient présents. Ensuite, envisagez-vous une version rénovation? C'est une demande également qui a été faite. C'est une question qu'on se posera quand on fera la V3. Parfait. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je me permets un petit peu de reformuler tout à l'heure ce que je vous disais, mais c'est important. Donc, on va vraiment vous envoyer le lien direct vers ce simulateur bois et biosourcé V2. On va vous l'envoyer par mail d'ici quelques jours. On va également vous lister tous les sites et outils qui ont été mentionnés aujourd'hui. On va également vous transmettre les coordonnées de nos intervenants du jour et, important également, le lien du replay de ce webinaire qui a été enregistré. Donc, n'hésitez pas à le visionner et revisionner si vous avez besoin. Un grand merci à Jean-Marc et Élise pour vos interventions aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire CNDB Clabouillet Bois. Merci beaucoup à tous et puis bonne journée. Merci beaucoup.